Il y a maintenant 30 ans, en 1992, sortait Porco Rosso, réalisé par Hayao Miyazaki. C'est l'occasion de revenir sur un de ses films les moins populaires, mais peut-être le plus personnel. Avant d'être un film, Porco Rosso était un court manga en 3 parties intitulé Ikotei Jidai, l'ère des hydravions, publié dans le magazine de modélisme Model Graphics en 90. Entre cette histoire et le long métrage que nous connaissons, le développement de Porco Rosso s'est avéré pour le moins erratique. Le premier projet d'adaptation en direct ou vidéo débute à l'été 1989. Il est initialement envisagé comme un projet léger entre 2 longs métrages afin de détendre les équipes travaillant d'arrache-pied sur le nouveau film d'Isao Takahata, Souvenir goutte à goutte. Mais il vient à s'arrêter précipitamment suite aux coûts exorbitants engendrés pour maintenir les standards du réalisateur. Durant l'hiver, Toshio Suzuki, le producteur du film, propose que le film soit exclusivement diffusé lors de vols aériens. Car selon lui, après tout, existe-t-il un meilleur endroit pour voir un film sur l'aviation que dans un avion? Il pitch l'idée à la Japan Airlines et la compagnie accepte de financer le film dont la durée est estimée à 30 minutes. La production est censée débuter en novembre 1990, seulement, le retard dans la production du long métrage de Takahata va réquisitionner une grande partie du personnel jusqu'en juin 1991, ce qui mènera à une première vague d'embauches au sein du studio. Miyazaki commence donc le storyboard en mars 1991 et en termine la première partie en août. Suite à quoi, la durée du film est étendue à 45 minutes, car la durée initiale d'une demi-heure est jugée trop courte. Avant la fin de l'année, Miyazaki se rend compte que son projet, prévu comme un moyen métrage, va durer plus d'1 heure et ainsi basculer dans le long métrage. Suite à quoi, la production s'arrête à nouveau. Une fois établi que le film sortirait également dans les salles obscures en plus de l'in-flight release, les animateurs purent continuer à travailler. D'abord prévu avec un certain penchant comique, comme un dessin animé pour les hommes d'âge mûr fatigués, dont les neurones se sont transformés en tofu, Hayao Miyazaki choisit de faire prendre au film une tournure plus mature. Pour mieux correspondre à ce nouveau ton et à la nouvelle durée du film, il travaille avec Suzuki pour ajouter de nouvelles scènes et de nouveaux personnages qui n'étaient pas présents dans l'ère des hydravions. En janvier 1992, le studio Ghibli doit à nouveau recruter pour finir le film dans les temps. Après 3 ans, la production s'achève en juin 1992 et le film sort sur les écrans de la Japan Airlines le 1er juillet, avant d'arriver au cinéma le 18 du même mois. La réception du public à l'époque est excellente. Le film se place numéro 1 au box-office japonais en 1992 et remporte en 1993 le cristal du long métrage au Festival international du film d'animation d'Annecy. En 1995, il devient le premier film de Hayao Miyazaki à être diffusé au cinéma en France. Mais aujourd'hui, le film est peut-être le plus méconnu et le moins apprécié des longs métrages de Miyazaki avec le studio Ghibli. En quoi Porco Rosso diffère-t-il de ses autres films? Plongeons dans les inspirations de Porco Rosso et démêlons ensemble la part de fiction et de réalité de ce film si singulier. On peut lire dans le prologue que le film se déroule dans la mer Méditerranée. Cela se précise ensuite lorsqu'on apprend que nous sommes dans l'Adriatique. 7 pays bordent cette mer. Mais à l'époque où la production du film a été lancée, il n'y en avait que 4. L'Albanie, l'Italie, la Grèce et la Yougoslavie. La République fédérale socialiste de Yougoslavie était un État fédéral composé de 6 nations. La Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie. 6 républiques fédérées, mais un seul parti, la Ligue des communistes de Yougoslavie. Sauf que dans les années 80, monte une vague de nationalisme dans ses États membres.
Et après la chute du mur de Berlin en 89, le parti perd sa base idéologique. Courant 1990, les tensions se font de plus en plus ressentir, particulièrement entre les Serbes et les Croates, et des affrontements éclatent. En 1991, la Croatie déclare son indépendance à la Yougoslavie. S'ensuivra une guerre qui durera jusqu'en 1995. Initialement prévue comme une comédie pour Salarymen d'Ajmur, c'est ce contexte si particulier qui emmènera Hayao Miyazaki à assombrir le ton de Porco Rosso, et le fera passer de court à long métrage. Mais qu'en est-il du contexte dans le film ? À quelle époque se déroule-t-il ? Dès les premières minutes, cette information nous est donnée. C'est un minuscule détail qui nous donne la réponse à notre question. Allongé sur son transat, Porco a le visage caché par un magazine de cinéma, sur lequel on peut lire le mois et l'année, juillet 1929. Le film se déroule donc pendant l'entre-deux-guerres, dans les pays bordant l'Adriatique. À la sortie de la Première Guerre mondiale, l'Italie est meurtrie et se retrouve dans une situation précaire. Les caisses de l'État sont presque vides, la lire a perdu la majeure partie de sa valeur, ce qui a provoqué une augmentation drastique du coût de la vie. On trouve plusieurs références dans le film à cette situation. De nos jours, le pognon, il vaut pas plus que le papier sur lequel il est imprimé. Allez, sors ce que t'as planqué dans la poche. L'essence est 3 fois plus chère par L'essence a un prix démesuré, mais aussi les hommes qui partent chercher du travail ailleurs. Tous les hommes sont partis louer leurs bras ailleurs. L'Italie se sent lésée par le non-respect du pacte de Londres, qui lui promettait plusieurs territoires, notamment croates, ce qui a favorisé la montée de courants nationalistes et l'ascension de Mussolini, ce qui aboutira à la création du parti fasciste en 1921. Explicitement cité à plusieurs occasions, on peut aussi identifier tout au long du film l'iconographie du fascisme. Le faisceau de Lichter, ayant donné son nom au parti, mais surtout son symbole, qu'on retrouve sur les avions. C'est la police secrète fasciste. Une référence aux chemises noires, une milice du régime fasciste. Les calots portés par les soldats ressemblent fortement à celui de Mussolini ou à ceux de l'Opéra National Balilla, l'équivalent des jeunesses hitlériennes en Italie. Sont évoqués les bons du trésor. En 1935, l'Italie se lance dans une très coûteuse guerre en Éthiopie. Pour éviter à nouveau l'inflation, elle émettra des bons du trésor. En achetant ce type de bons, une personne finance l'État qui s'engage à rembourser l'acheteur avec des intérêts. Et probablement la réplique la plus connue du film. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. La version pour le régime fasciste du personnage se retrouve d'ailleurs par la suite. En sortant du cinéma, Marco marche dans la rue. En arrière-plan, on y voit des affiches et des graffitis « À bas les fascistes »,« Unissons-nous » et « Vive les travailleurs ». Ce qui n'est pas très étonnant, considérant le passé de syndicaliste du réalisateur chez la Toei. Ce n'est pas la seule incursion de l'idéologie communiste dans le film. La chanson chantée par Gina à l'hôtel Adriano est Le temps des cerises. Une chanson associée à la Commune de Paris, un mouvement insurrectionnel mené principalement par les ouvriers en 1871. Quand on demande à Hayao Miyazaki pourquoi c'est cette chanson qui est chantée, il répond « Parce que le socialisme a échoué, ça reflète mon amertume. Pour moi, la chute de la commune a été à l'origine du bolchevisme. Elle a donné la leçon d'un grand sacrifice. Quand j'étais jeune, je voulais être communiste et j'aimais beaucoup cette chanson. Mais je n'ai pas pu sauter le pas car j'étais en désaccord avec les régimes soviétiques et chinois. Leur conception du communisme me paraissait fausse. » La dénomination même de notre protagoniste n'est pas un hasard. Porco Rosso signifie littéralement cochon rouge, une insulte visant à désigner les communistes. Où est-ce que le film se déroule vraiment ? Miyazaki s'est-il inspiré de la réalité pour créer le monde de Porco Rosso ? Et à quel point ? Le choix de l'Adriatique ne s'est pas fait au hasard. Dans un entretien qu'on peut lire dans le magazine Positif, le réalisateur déclare
C'est essentiellement parce que l'hydroaviation pendant la Première Guerre mondiale n'a été utilisée que sur la côte croate, qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois. J'ai choisi l'Italie parce que c'est un pays qui n'est pas fait pour la guerre. De plus, l'hydroaviation italienne dans les années 20, elle était vraiment belle. Ils avaient un génie pour ça. Initialement, l'intrigue du court-métrage se déroulait à Moonshine City, Doborokushi, en japonais, basé sur la ville de Dubrovnik. Dans la première version du storyboard, on découvre une ancienne cité portuaire entourée de falaises, presque calquée sur la ville croate. La forme du cap y est similaire, et le paysage semble ponctué de plusieurs grands édifices, ressemblant à des églises et des clochers. Le plus excentré est certainement le monastère dominicain de Dubrovnik, avec son cloître et sa tour. Au centre, on retrouve ce qui semble être l'église Saint-Ignatius, et à sa gauche, probablement la tour de l'horloge de la ville. Et finalement, un bâtiment qui pourrait être le monastère franciscain. Malheureusement pour nous, aucun de ces storyboards originaux n'ont été utilisés pour la version finale du film. Si nous nous intéressons maintenant au film plus qu'à ses dessins préparatoires, il est plus difficile de se situer précisément. La Croatie comptant presque 2000 km de côte, c'est un peu complexe de désigner une ville en particulier. Mais une phrase prononcée par l'armurier nous met la puce à l'oreille. Sans blague. Encore un changement de gouvernement? Car s'il y a bien une ville qui a changé de gouvernement à de nombreuses reprises, c'est celle de Rijeka, Fiume en italien. Austro-hongroise jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, disputée ensuite par l'Italie et la future Yougoslavie, puis État autoproclamé, la régence italienne du Quarnaro, et par la suite État libre de Fiume. En 1924, c'est l'Italie fasciste qui annexe la ville, avant qu'elle ne revienne à la Yougoslavie au sortir de la guerre. On voit peu la ville, mais on y discerne quelques éléments intéressants. En faisant un arrêt sur image pour s'attarder sur les détails, on aperçoit une ville portuaire aux grandes façades colorées, encerclée par des montagnes, à la manière de Rijeka. On aperçoit à gauche une grande horloge. Même si elles sont loin d'être identiques, l'un des monuments les plus connus à Rijeka est sa tour de l'horloge. On remarque à droite de l'image deux bâtiments sortant du lot, qui peuvent faire penser à l'église de Saint-Nicolas et au sanctuaire de Notre-Dame du Tressat. Mais ce genre d'édifices sont assez typiques dans ces régions, et on ne peut établir avec certitude que ce soit les mêmes. Ils ajoutent néanmoins la vraisemblance du décor, et au vu du contexte historique de la ville, on peut dire qu'elle est librement inspirée de Rijeka. Peu après s'être fait tirer dessus par Curtis, Porco se voit contraint de faire réparer son avion. Et pour cela, il se rend à Milan. Cela tombe sous le sens quand on sait que l'avion du protagoniste est un Savoia Marchetti, une société de construction aéronautique milanaise. Porco Rosso fait donc appel à son ami Piccolo pour réparer Folgore, son avion. L'entreprise Piccolo SPA se trouve sur les bords de ce qui ressemble à une rivière. Porco le mentionne en disant le canal. Effectivement, Milan est traversé par toute une série de canaux artificiels, les navigli. À la base construits pour servir à l'irrigation, ils ont vite été utilisés pour le transport de marchandises. Et le plus important, le Naviglio Grande, aura même servi à l'acheminement de marbre depuis le lac Majeur pour la construction du Domo. Il semblerait donc logique que nous soyons sur le Naviglio Grande, car Fio parle d'aller essayer l'avion sur le lac. Dans l'ère des hydravions, l'entreprise Piccolo est installée directement au bord du lac Majeur, duquel s'envoleront Porco et Fio, une fois l'avion réparé. La partie milanaise du film est assez courte, et le seul lieu qui est visité par le personnage est un cinéma. Sa façade avec des arches correspond à beaucoup de bâtiments milanais, et on ne peut pas vraiment localiser une salle en particulier. On trouve dans la ville plusieurs cinémas ou théâtres avec ces arches, comme le célèbre opéra La Scala. On peut aussi noter une certaine similarité avec la gare de Lambrate, au nord-est de la ville. La zone industrielle milanaise que l'on voit semble crédible vis-à-vis de l'époque. On retrouvait tout autour de la ville, et particulièrement dans la partie nord-est, une grande frange industrielle avec des bâtiments assez similaires. De grandes usines en briques rouges, de grandes cheminées,
ainsi que cette forme en dents de scie, caractéristique des usines. Vers la fin du 19e siècle et au début du 20e, la ville devient un centre industriel majeur en Europe et le plus important de l'Italie. Les secteurs de l'automobile, de l'industrie lourde, des produits chimiques et du textile étaient particulièrement présents. Mais surtout, la plupart des constructeurs d'avions de l'époque étaient basés dans la région milanaise, SIAE Marchetti, Macchi et Caproni. En 1928, sera même construit à l'est de la ville un plan d'eau artificiel pour servir d'hydrobase. Outre l'aviation florissante dans la région, Milan est également le berceau du fascisme de Mussolini, ce que le film n'oublie pas de nous montrer. L'atmosphère globale dégagée par le film est assez raccord avec Milan. Dans la vieille ville, on trouve toujours des larges pavés rectangulaires, des bâtiments aux couleurs ocre ou parfois dans des teintes grisées, avec des barreaux aux fenêtres. Beaucoup de détails qui ajoutent à la vraisemblance et nous permettent de nous sentir immergés dans le film. Il a évidemment fallu à Miyazaki se documenter sur le sujet afin de retranscrire avec minutie cette ambiance. J'ai un ami en Italie, Marco Pago. C'est avec lui que j'ai réalisé Sherlock Holmes en version canine. Il m'a envoyé des livres sur Milan, la Vénétie et la côte adriatique, a-t-il déclaré dans un interview avec la presse italienne. Ce à quoi il ajoute par la suite: Ensuite, j'ai fait un court séjour à la campagne près de Rome pour me documenter personnellement sur les ambiances. Il est difficile de trouver des détails concernant ce voyage, du moins en français. Il se trouve qu'un article au sujet de ce voyage a été publié dans le magazine japonais Animage, dans le numéro de janvier 92. Agrémenté de quelques photos, l'article retrace le trajet du réalisateur dans la région de Rome. Je me suis donc adonné à un jeu de piste pour marcher dans les pas d'Hayao Miyazaki, plus de 30 ans après. On peut constater que bien que le film se passe à Milan, l'atmosphère et l'ambiance de la région romaine que le réalisateur a visitée ont ostensiblement influencé son travail. Ce n'est d'ailleurs pas le premier film qu'il réalise qui est inspiré de la région de Rome. Pour le château de Cagliostro, sorti en 1979, Miyazaki dira dans Shupatsuten s'être appuyé sur un ouvrage dont le titre peut être traduit par « Les villes de montagne en Italie et l'estuaire du Tibre ». N'ayant pas eu l'occasion de faire de repérage en personne cette fois-là, il se rendra en Italie pour du tourisme en 1982. Revenons à la région milanaise. Un lieu sur lequel persistent encore quelques doutes est la résidence de Gina, l'hôtel Adriano. Dans le storyboard originel, il se trouve à quelques encablures de Dubrovnik. Et dans le film, il se trouve aux abords de notre Rijeka fictionné. Cependant, on ne trouve aucune île avec un bâtiment semblable aux environs de ces deux villes. En étendant nos recherches à la Croatie, qui compte près de 700 îles, on rencontre évidemment quelques lieux qui s'y apparentent. Mais à mon sens, l'endroit qui s'en rapproche le plus sont les îles Borromée, sur le lac Majeur, au nord-ouest de Milan. Ces somptueuses îles portent le nom d'une riche famille aristocratique lombarde, les Borromeo. Ces derniers possèdent 2 des 5 îles, et ce sont elles qui vont nous intéresser plus particulièrement.
L'Isola Madre et l'Isola Bella partagent toutes les deux des similitudes avec l'hôtel Adriano. Ce dernier est composé de 3 éléments majeurs. Son hôtel, un magnifique bâtiment occupant la majeure partie de l'île, ce qu'on pourra comparer aux 2 Palazzo Borromeo. Le premier des palais se situe sur l'Isola Madre et était l'ancienne résidence familiale. De plus petite taille, c'est une demeure au charme proche de l'Adriano. Et le second, sur l'Isola Bella, est un extraordinaire palais baroque du XVIIe siècle. Un véritable travail d'orfèvre, recelant de tableaux de maître, tapisseries et autres décorations fastueuses. Le deuxième élément qui constitue l'Adriano est le jardin de Gina, qui est pour elle un véritable refuge à l'abri des regards indiscrets. Sur l'Isola Bella, on retrouve un jardin à l'italienne baroque, axé sur la symétrie et le grandiose, avec des statues et ses obélisques organisés en pyramide sur une dizaine de terrasses. Tandis que la majeure partie de l'Isola Madre est consacrée à un immense jardin botanique de 8 hectares, regroupant des centaines d'espèces du monde entier. Il est agencé dans une construction dite à l'anglaise, plus simple, plus naturelle et plus pittoresque. On trouve aussi dans les jardins de Gina quelques vestiges antiques et un bassin, possiblement inspiré de la visite que Hayao Miyazaki a fait de la Villa Adriana, dans la région de Rome. Dernièrement, l'Adriano est un lieu de rencontre, où l'on vient se montrer, un endroit à la mode où il faut être. La famille Borromeo fit la même chose avec l'Isola Bella, qu'elle transforma en un centre mondain prééminent, où défilèrent de nombreuses personnalités politiques, religieuses et artistiques. Sachant que le réalisateur a étudié la région milanaise et qu'il y inclut le lac Majeur dès la première version de l'histoire en 1990, il a forcément connaissance de ces îles. On retrouve effectivement un grand nombre de points communs entre ces lieux, mais ils n'en sont pas pour autant des répliques exactes. Et il convient de rappeler qu'on parle ici d'inspiration, et non pas de copies conformes dessinées en prenant appui sur des références. Miyazaki est bien connu pour prendre des libertés artistiques, comme nous le rappelle Toshio Suzuki, producteur du studio Ghibli. Il ne fait pas confiance aux personnes qui dessinent en regardant des documents. Enfin plutôt, il estime que quand on veut vivre de ses dessins, on doit être curieux de toutes choses et constamment les observer. À ses yeux, c'est cette accumulation qui est importante. Sur la base des connaissances et des informations qu'il a engrangées jusque-là, et guidé uniquement par sa mémoire, c'est là qu'il crée des formes originales. Influencé par ses recherches et ses voyages, le réalisateur construit son univers en s'appuyant sur la réalité, mais garde le loisir d'y ajouter une dimension qui lui est propre. Il nous reste un dernier lieu à visiter, certainement le plus emblématique, la crique où se situe le repère de Porco Rosso. En partant à la recherche des pirates au début du film, Marco utilise une carte. Bien qu'elle ne soit pas fidèle à la réalité, on y aperçoit quelques villes du centre de la Croatie, comme Zadar, Sali, Beograd et les parcs nationaux de Krka et Kornati. Un peu plus au sud, au large de la ville de Split, on trouve l'île de Vis, une petite île bien connue des touristes, où se situe une petite crique, Stiniva. Encadrée par de hautes falaises blanches escarpées, surmontée d'une végétation luxuriante, cette plage idyllique à l'eau turquoise a tout pour nous rappeler la planque de Marco. Immédiatement transporté dans le film par la vue du lieu, on s'attendrait presque à ce que le téléphone sonne d'un instant à l'autre, nous ordonnant de nous mettre en chasse du gang des pirates. Les aéronefs sont omniprésents dans la filmographie de Miyazaki. Que ce soit des appareils de fiction ou bien des appareils réalistes. Son père, Katsuji Miyazaki, était ingénieur aéronautique et dirigeait pendant la Seconde Guerre mondiale la société Miyazaki Airplanes. L'entreprise produira notamment des gouvernes de direction pour les avions japonais Mitsubishi A6M, le Zero, qu'on retrouvera au cœur du film Le vent se lève. C'est sans nul doute cet environnement qui a façonné sa passion pour les véhicules militaires.
Je dois admettre que depuis que je suis enfant, moi aussi je suis passionné d'avions militaires, de navires de guerre et de chars d'assaut. En effet, j'ai grandi en tant qu'enthousiaste de films de guerre et je dessinais des engins militaires un peu partout. Il continuera à dessiner ses engins mécaniques dans la quasi-totalité de ses films. Mais aussi, sur son temps libre, principalement dans la revue Model Graphics. Regroupé dans le recueil Notes de rêverie de Hayao Miyazaki, on peut y observer des dessins exécutés avec minutie en ce qui concerne les caractéristiques techniques des appareils, où figurent des notes sur les moteurs, l'armement, les matériaux, les pilotes, des dessins en coupé, un nombre considérable de cochons. Il insiste cependant sur un point, ces dessins ne sont pas des répliques exactes. Quand on ingère autant d'informations pendant des décennies, elles ont tendance à s'accumuler, et quand elles s'accumulent, j'ai envie de les partager, alors je dessine ces petites fantaisies. Mais comme ce sont des fantaisies, j'insiste sur le fait qu'on ne puisse aucunement les considérer comme une source d'information. Ce serait beaucoup trop pénible de faire des recherches pour reproduire les avions et les navires à l'identique, j'en aurais le tournis. Donc je les dessine approximativement. Je mélange aussi beaucoup de fausses informations. Selon son propre aveu, les avions qu'il représente ne sont pas conformes à 100% à la réalité. Ceux représentés dans le film n'échappent pas à cela. Toutefois, ils sont basés sur plusieurs machines bien réelles. Volgor, l'hydravion de Marco, est désigné comme un Savoia S-21. Il est inspiré d'un avion italien au nom similaire, le SIAI S-21, du constructeur SIAI Marchetti, aussi appelé Savoia Marchetti. Cependant, l'avion du film est un monoplan, il n'a qu'une seule paire d'ailes, tandis que le S-21 est un biplan. En vérité, le design de Volgor est calqué sur celui d'un Macchi M33, un autre hydravion de course conçu pendant l'entre-deux-guerres. Mais s'il ressemble trait pour trait au Macchi, alors pourquoi lui donner le nom d'un autre avion ? Il n'y a pas d'explication sans appel sur le sujet. Il y a une piste que l'on peut explorer. Il est mentionné à plusieurs reprises dans le film que c'est un avion capricieux, difficile à piloter, instable, que seul Marco parvient à diriger. Dans la réalité, le seul à avoir réussi à piloter le S-21 est Guido Iannello, un ancien pilote de la marine royale italienne. À tel point que quand celui-ci tombe malade avant une importante course d'hydravion, incapable de trouver un pilote pour le remplacer, l'avion est retiré de la course. Même le nom Volgor n'a pas été choisi au hasard. Le mot signifie éclair en italien, et c'est une référence directe au plus important chasseur italien de la Seconde Guerre mondiale, le Macchi MC-202 Volgor. L'avion sur lequel navigue l'Américain est référencé comme un Curtiss R3C0. Le Curtiss R3C est un avion ayant réellement existé. Il n'existe pas de version 0, simplement des versions numérotées de 1 à 4. Celui du film est fidèlement basé sur la numéro 2. Le nom du modèle vient de son fabricant, Glenn Curtiss, pionnier de l'aéronautique américaine. C'est pourquoi le personnage est renommé Donald Curtiss au lieu de Donald Chuck dans la version de l'ère des hydravions. Son prénom pourrait venir de Donald Wills Douglas, un industriel et ingénieur aéronautique américain. Toutefois, Curtiss rêve d'être un acteur, et son ambition est d'être président des États-Unis d'Amérique. Ce qui n'est pas sans rappeler un certain Ronald Reagan, 40e président des États-Unis d'Amérique, et ancien acteur, dont le prénom est très proche de celui de notre antagoniste. Les pirates du Mama Ayuto Gang possèdent un avion nommé Dabo Hase, un avion largement rapiécé. Selon The Art of Porco Rosso, il aurait été dessiné d'après un avion du fabricant allemand Dornier. La partie avant rappelle le Dornier Do-16 ou 18, un avion en métal biplan équipé d'un bimoteur, pourvu d'un poste à l'avant de l'appareil. Mis à part leur ressemblance, ce sont deux appareils ayant servi au passage du courrier outre-Atlantique. Un sujet qui fascine Hayao Miyazaki et sur lequel nous reviendrons plus tard. On apprend dans le magazine Animage que pour le dessiner, le cinéaste s'est inspiré de l'hydravion japonais Aichi AB4. L'empennage, lui, serait certainement plus proche d'un Dornier dopé, mais comme le précise notre livre, l'appareil est passé par tellement de révisions
que sa forme originelle est inconnue. Encore une fois, le réalisateur va façonner cet avion comme une mosaïque de références, piochant les caractéristiques qu'il préfère pour créer l'appareil idéal pour ses personnages. Le nom donné aux pirates n'est pas un hasard non plus. Mama Aiuto signifie « maman aide-moi » en italien. À la fois une plaisanterie sur les personnes qu'ils enlèvent, c'est surtout une référence à l'avion Kantz Z501, un avion surnommé Mama Aiuto, car il effectuait des missions de sauvetage en mer. De nombreux autres avions sont représentés dans le film, dont certains très fidèlement. Le Macchi M39 de Ferrarine, les Hansa Brandenburg W13 des soldats austro-hongrois, et le Macchi M5 de Marco dans le flashback, pour ne citer que. Il est également mentionné la Coupe Schneider à plusieurs reprises. La Coupe Schneider est une compétition annuelle créée par l'industriel français Jacques Schneider au début du XXe siècle afin de stimuler l'intérêt pour l'hydraviation naissante et la faire progresser. Divertissement sensationnel pour le public, rassemblant jusqu'à plusieurs centaines de milliers de spectateurs, c'est pour les gouvernements de l'époque aussi un véritable enjeu de pouvoir. Considérée comme un véritable vivier de l'innovation aéronautique, cette compétition aura eu un effet incontestable sur l'avancement de la technologie dans ce secteur. Le duel entre Porco et l'Américain rassemble un public massif venant des quatre coins du continent, à l'instar de la Coupe Schneider, dont il est directement inspiré. Donald Curtis et son avion auraient remporté 2 fois le trophée. Il s'avère qu'en 1925, c'est bien cet avion qui a gagné la Coupe Schneider, face au Macchi M33, l'avion qui a influencé le design de Folgore. La compétition durant laquelle Guido Iannello aurait dû piloter le fameux S-21 avant de tomber malade était l'édition 1921 de la Coupe Schneider. Lors de l'édition de 1919, il est le seul à finir le circuit imposé avant d'être disqualifié pour un détail technique. L'ancien camarade de Porco, Ferrarine, pilote un Macchi M39. C'est un clin d'œil direct à Arturo Ferrarine, un des plus grands pilotes italiens de l'époque, qui pilota un M39 lors de la Coupe Schneider 1926. C'est ce même aéronef, manœuvré par un autre pilote, qui gagnera cette année-là. Les avions de Miyazaki sont selon lui des approximations, mais de par les nombreuses références remarquablement pointues qu'il sème tout au long du film, Porco Rosso est un réel film hommage aux prémices de l'aviation. Ces références ne sont pas uniquement matérielles et mécaniques, elles sont également littéraires. La scène pendant laquelle Porco raconte cette sorte de mirage qui lui est apparu est directement tirée de la nouvelle « Ils ne feront pas de vieux os » de Roald Dahl. Bien avant d'être connu comme auteur jeunesse avec les romans comme Charlie et la chocolaterie ou Fantastic Mr. Fox, Dahl s'engage dans la Royal Air Force et devient pilote d'avion durant la Seconde Guerre mondiale. Il écrira à ce moment plusieurs nouvelles qu'on peut trouver dans le recueil À tire d'aile. En voici un extrait. Soudain, je me trouvais en train de voler à l'intérieur d'un nuage, d'un épais nuage blanc. Je n'y comprenais rien. Une seconde avant, tout était clair et bleu, et je n'avais pas encore vu le moindre nuage nulle part. Jamais je n'avais vu un nuage pareil. Il était d'une densité et d'une blancheur parfaite. Et tout d'un coup, je fus aveuglé, ébloui. Quand je sortis du nuage, j'en fus comme illuminé. Tout était bleu. D'un bleu si pur que jamais je n'en avais vu de semblable. C'est alors que je les aperçus. Au loin, devant moi et un peu plus haut que moi, je vis une mince et longue ligne noire d'avions qui passaient à travers le ciel. Ils avançaient sur une seule file bien serrée, le nez de l'un collant presque au gouvernail de direction de l'autre. Et la file s'étendait sur toute la largeur du ciel, aussi loin que mes yeux pouvaient porter. Et c'est à cette étrange façon de voler ensemble, pressés, c'est à cela même que j'ai compris ce qu'ils étaient. J'ai su que c'étaient les pilotes et les équipages qui avaient été tués en combat aérien, et qui, là, dans leur propre avion, étaient en train de faire leur dernière course. Cette ligne infinie et mouvante atteignait déjà le fin fond du ciel,
où elle s'effaçait presque. D'ailleurs, je ne pilotais pas vraiment mon avion. Il volait de lui-même. Je voyais toujours autour de moi les autres appareils éparpillés. Et là-bas sur le côté, je voyais cette lumière vers laquelle tendaient tous mes désirs. Et voilà que mon avion s'en éloignait. Je commençais à me débattre comme un forcené, luttant contre mon avion, tirant un moellement chabalé pour remonter. Mais tout ça ne servait à rien. Et je restais là, à lutter contre mon appareil, faisant si peu attention à tout le reste que je ne m'aperçus même pas que j'étais de nouveau dans mon nuage. Le même nuage épais et blanc. Mais l'inspiration principale de Miyazaki vient d'une autre figure littéraire du début du XXe siècle. C'est à cette époque que naît l'aéropostale, un sujet qui fascine le réalisateur. Connu d'abord sous le nom des Sociétés des lignes Latécoère, puis rebaptisée par la suite en Compagnie Générale Aéropostale, cette compagnie aérienne est spécialisée, comme son nom l'indique, dans le transport de courrier. La ligne s'est construite en plusieurs temps, reliant Toulouse à Dakar, puis dans un second temps de Dakar à Natal au Brésil, puis de Natal à Buenos Aires, pour finalement arriver à Santiago du Chili. L'histoire de l'aéropostale est un véritable défi économique, technique, mais aussi humain, qui se déroule alors que l'aviation en est encore à ses balbutiements. Les avions étaient peu rapides, et leur rayon d'action était inférieur à 500 km. Leur cockpit était ouvert, laissant les pilotes à la merci des intempéries. Ils volaient à vue, et ne pouvaient donc pas voler de nuit. Le contact radio avec le sol n'était pas disponible à tout moment, et les moteurs étant peu fiables, une panne pouvait survenir à tout moment. Nombreux sont les pilotes s'étant fait capturer après avoir été contraints de se poser en territoire ennemi. Et pourtant, pilotes et techniciens embarquaient au péril de leur vie, animés par un dessein plus grand qu'eux. Coûte que coûte, le courrier devait passer. Et parmi tous ces hommes, se trouve la plus grande influence de Miyazaki, Antoine de Saint-Exupéry. Pilote, poète et romancier, Saint-Exupéry est une des figures majeures de l'aéropostale. Son œuvre la plus connue, Le Petit Prince, est disponible dans plus de 300 langues et dialectes, ce qui en fait l'ouvrage le plus traduit, après la Bible. Mais c'est le roman Terre des Hommes que Miyazaki cite comme son livre préféré. Terre des Hommes est un ensemble d'essais autobiographiques. Saint-Exupéry parle de son temps dans la société latécoère, l'amitié et la fraternité entre les pilotes, l'héroïsme et les exploits de ses camarades, les crashs et la mort que tous frôlent à chaque envol. Mais ces récits sont surtout une réflexion sur l'homme, sa place sur Terre et sa quête de sens. Stationné dans le désert, c'est là que Saint-Exupéry réussira à mener cette introspection. En 1998, épuisé après la sortie de son film Princesse Mononoke moins d'un an auparavant, Miyazaki se lance sur les traces de Saint-Exupéry pour lui aussi mener cette introspection. On peut retrouver son voyage dans Sekai Waga Kokoro no Tabi, Mon voyage du cœur en français, une émission japonaise diffusée par la NHK. Miyazaki se rend à Toulouse, où il visitera l'hôtel Grand Balcon, où séjournait l'auteur du Petit Prince entre deux passages de courrier. Puis il se rendra à Montaudran, à une dizaine de kilomètres de là, où se situait la Compagnie Générale Aéropostale, pour effectuer un vol sur un avion similaire à un Breguet 14, un des avions les plus utilisés par Saint-Exupéry pour transporter le courrier. C'est un des avions favoris du réalisateur. Les bruits de moteur du S-21 de Porco ont d'ailleurs été enregistrés avec un Breguet 14. Depuis 2004, plus aucun avion ne s'envole depuis Toulouse-Montaudran, mais une partie de la piste a été conservée à titre historique. Les bureaux de l'aéropostale dans lesquels se tenait Miyazaki sont inscrits comme monuments historiques, et un musée a ouvert ses portes dans les anciens hangars adjacents. C'est avec mélancolie et une certaine admiration que Miyazaki observe les lieux et la piste, d'où décoller les facteurs de l'impossible. De là, il s'envolera à son tour pour une expédition de 4 jours,
suivant le même itinéraire que les pilotes de l'époque, passant par l'Espagne pour aller rejoindre l'aérodrome de Cap Juby au Maroc, situé approximativement à mi-chemin entre Casablanca et Dakar. Avant d'être une escale de l'aéropostale, Cap Juby était une ancienne garnison et prison dans ce qui était un protectorat espagnol. Écrit comme un quadrilatère de parpaings chaulés à la hâte et planté au bord de la plage, sans une hutte, pas une masure, ni un arbre, ni une herbe. À l'ouest, l'océan, à l'est, au nord, au sud, le désert. C'est dans ce lieu morne, presque sinistre, aux aménagements primitifs et aux distractions rares, que Saint-Exupéry fut affecté comme chef d'aéroplace pendant 18 mois. La vie minérale qu'il mena à Juby sera une expérience fondatrice pour lui, car il y rédigea son premier roman, Courrier Sud, et influença sa façon d'envisager le monde. Miyazaki est bouleversé par la vue du lieu. C'est un voyage intime et épanouissant pour le réalisateur, un véritable pèlerinage dans les pas de son héros, qui le marquera durablement. Miyazaki évoque l'idée de la termitière de Saint-Exupéry. Tous deux sont pétris de contradictions. Ils souffrent car ils aiment le monde et veulent en être autant que ce qu'ils le méprisent et veulent y renoncer. Il y a des thèmes qu'on retrouvera autant dans l'œuvre de Saint-Exupéry que dans celle de Miyazaki. La puissance de la nature, la force des relations humaines, l'aspect éphémère de la vie et surtout l'amour du vol. Chez l'un comme chez l'autre, ce ne sont pas les moteurs, mais les rêves qui propulsent les avions. De par les thèmes éminemment personnels qu'il aborde, et en rebondissant sur l'actualité, Porco Rosso se démarque dans la filmographie d'Hayao Miyazaki. On ne peut s'empêcher de se demander si Marco, un personnage vieillissant et désabusé, n'est pas simplement l'alter ego de Miyazaki. La raison pour laquelle le cinéaste dira « c'est qu'en effet, il n'a pas réalisé ce film pour des enfants, mais pour lui. Porco Rosso marque un moment clé dans son œuvre, et Miyazaki ne refera plus jamais de film aussi personnel jusqu'au vent se lève, presque 20 ans plus tard. Évidemment, ce documentaire n'a pas vocation à être exhaustif. Nous aurions pu évoquer bien d'autres références et probablement en manquer beaucoup d'autres. Il n'a pas non plus un caractère absolu. D'autres pistes sont certainement envisageables, mais j'avais à cœur de ne tomber ni dans la spéculation, ni dans la théorie. N'oublions pas qu'il s'agit d'un film produit il y a plus de 30 ans, dans une époque pré-internet. Et à cette époque, Miyazaki n'est pas encore très connu en Occident. Les interviews sont rares, et les supports sur lesquels on trouve des renseignements sont principalement physiques, en particulier des magazines. Et se procurer ces magazines japonais chez nous n'est pas une mince affaire. D'autant plus qu'une fois en votre possession, il s'agit de les traduire. Quand bien même certains ouvrages aient été traduits, comme Starting Point, un recueil d'interviews et d'essais de Miyazaki, ils ne le sont pas toujours totalement. Dans sa version anglaise, il se retrouve tronqué de plusieurs articles intéressants, présents dans la version originale. Pour recueillir toutes ces données, il a donc fallu jongler entre un minutieux travail d'archiviste, mais aussi de traducteur. C'est un travail très laborieux, mais aussi très enrichissant. J'ai eu la chance de retracer une partie du voyage de Miyazaki en Italie pour me plonger dans le processus de création de cette œuvre que j'affectionne particulièrement, afin de moi-même créer ce documentaire, ce qui fut une expérience mémorable. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À tantôt.